Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Dr Hajslima Rabea, maître assistante classe B au niveau de l'École supérieure d'économie à Oran. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'une des théories managériales fondamentales, titulée École des relations humaines. Dans notre cours, on focalise les différentes théories managériales de l'École des relations humaines, ainsi que les critiques de cette école, et voici notre plan de cours. Et on cible par le présent cours les objectifs suivants. Premièrement, extraire les principes clés de l'école des relations humaines. Deuxièmement, construire une vision générale sur les facteurs immatériels qui influencent la performance des employés au sein d'une organisation. Et troisièmement, évaluer les critères fondamentaux de cette école. Le contexte de l'école des relations humaines a été développé en réaction aux excès du taylorisme, qui, dans sa recherche de maximiser la productivité, a engendré des comportements contraires à ses objectifs initiaux. Alors, la vision stratégique de cette école reste identique à celle de l'école classique, mais en intégrant une nouvelle dimension, en considérant l'homme en tant qu'individu et membre d'un groupe. Cette école regroupe plusieurs précurseurs. Parmi eux, on cite Kurt Lewin, Ethan Mayou, Abraham Maslow, Frederick Herzberg et Douglas MacGregor. Et pour bien comprendre la vision de cette école, on commence avec la théorie des relations sociales de Ethan Mayou. D'après son expérience, il a conclu que la quantité du travail accompli par un individu n'est pas déterminée par sa capacité physique, mais par sa capacité sociale. Autrement dit, son intégration à un groupe et le changement des relations sociales entre les membres du groupe jouent un rôle très important dans l'amélioration de la productivité. Alors, la motivation économique n'était pas le seul élément moteur du comportement, mais les récompenses non financières, telles que l'estime et les relations sociales, jouent un rôle essentiel dans la motivation des travailleurs. Et enfin, il a remarqué que les conditions sociales influencent la productivité et que la participation, la coopération et la discussion au sein du groupe de travail ont une incidence déterminante sur le comportement des travailleurs. Maintenant, on passe à la théorie d'Abraham Maslow qui s'intéressait aux facteurs de motivation qui reposent sur la hiérarchie des besoins humains. Alors, les principes de cette approche se résument en 2 points. Le premier, les besoins humains peuvent être hiérarchisés en 5 niveaux comme il est mentionné dans cette pyramide. Le deuxième, un besoin d'ordre supérieur ne peut être satisfait que si les besoins d'ordre inférieur l'ont été. Et concernant la théorie bifactoriale de Frederick Herzberg, appelée également la théorie des motivations et des hygiènes, elle vise à expliquer ce qui motive les employés dans leur travail et comment cela influence leur satisfaction. Tout d'abord, les facteurs d'hygiène sont des éléments qui ne motivent pas directement les employés, mais leur absence peut provoquer de l'insatisfaction parce qu'ils concernent les conditions de travail. Sachant que ces facteurs sont essentiels pour éviter l'insatisfaction, mais même s'ils sont optimaux, ils ne sont pas suffisants à motiver les travailleurs. Par contre, les facteurs de motivation sont des éléments liés au contenu même du travail et à l'épanouissement personnel des employés. Ils permettent d'augmenter la satisfaction et l'engagement au travail. Contrairement aux facteurs d'hygiène, les facteurs de motivation poussent les employés à s'investir davantage. Et comme il est désigné devant vous, les facteurs d'hygiène sont l'équivalent des besoins primaires dans la pyramide de Maslow, bien que les facteurs de motivation reflètent les besoins secondaires. Alors, on constate que l'absence des facteurs d'hygiène entraîne de l'insatisfaction, mais leur présence ne motive pas forcément. Tandis que la présence des facteurs de motivation crée de la satisfaction et de la motivation, mais leur absence n'entraîne pas forcément d'insatisfaction. Donc, pour maximiser la satisfaction et la motivation au travail, il est nécessaire de minimiser les facteurs d'hygiène
tout en développant les facteurs de motivation. Passons à la théorie XY de Douglas McGregor, qui met en évidence deux styles de management contrastés. L'un basé sur le contrôle rigide et la méfiance, et l'autre sur la confiance, la motivation et la participation. Comme vous voyez, la théorie X introduit un type de management autoritaire, pessimiste, mal supporté par les salariés, contrairement à la théorie Y, qui introduit un système optimiste construit autour de principes de confiance, de délégation et d'autocontrôle. Et bien sûr, dans la pratique, un bon manager est souvent celui qui sait adapter son style en fonction des situations, combinant des éléments des deux théories pour maximiser la productivité et le bien-être des employés. Parlons sur la théorie de dynamique du groupe, dans laquelle Kurt Lewin a mentionné trois formes de leadership: le style autoritaire, le style démocratique et le style permissif. Le premier reflète le type traditionnel du leadership qui décide seul, répartit les tâches dans le groupe et qui dirige par des ordres impératifs ainsi qu'il impose ses décisions. Le deuxième style, où le manager est à l'écoute, consulte, dialogue et encourage ses membres de participer aux discussions, proposer des suggestions et même faire preuve de créativité avant de prendre les décisions. Il participe aussi à la vie du groupe. Le dernier type caractérise un manager qui apporte ses connaissances mais n'intervient pas. Il s'implique faiblement dans un groupe et qui participe à un strict minimum aux différentes activités, ainsi qu'il laisse les membres de son groupe s'autodiriger. Ce type de leader laisse à son groupe toute initiative. Si l'école des relations humaines a été révolutionnaire pour l'époque, dans la psychologie du travail, elle a fait l'objet de nombreuses critiques. Bien qu'elle a apporté des contributions significatives à la gestion, en mettant en avant l'importance des relations interpersonnelles en milieu de travail, mais elle n'est pas exempte de critiques. Ses détracteurs soulignent des simplifications excessives, un manque de rigueur scientifique et un focus sur la satisfaction plutôt que sur la performance, ainsi que l'absence des modèles de gestion précis. On conclut que, malgré les contributions de l'école des relations humaines, elle a néanmoins présenté plusieurs lacunes qui ont conduit à l'émergence d'autres écoles et le développement de différentes approches en théorie des organisations qui intègrent une vision globale, plus large, des facteurs influençant le comportement des travailleurs et la dynamique organisationnelle. Et afin d'enrichir vos connaissances, dites-moi comment maintenez-vous un haut niveau de motivation chez vos employés. Enfin, je vous remercie pour votre attention.